Un seul mot pouvait anéantir à jamais l'honneur d'un homme viking. Argr, pas une insulte, mais une arme légale qui arrachait tous les droits. L'accusé devenait Utlagard, un loup à chasser. Que leur arrivait-il vraiment ? Que se passerait-il si un seul mot pouvait briser votre honneur, vous dépouiller de tous vos droits légaux et vous condamner à un destin pire que la mort ? Chez les Norse, à eux, mot était Argr. Ce n'était pas une simple insulte murmurée. Dans la colère, c'était une arme. Une marque publique de honte si dévastatrice que d'être accusé de cela revenait à être exécuté socialement sur le champ. Dans la culture guerrière des Vikings, la masculinité était plus qu'une vertu. C'était le fondement de la loi, de l'honneur et de la valeur spirituelle. Être traité comme Argr, traduit librement par peu viril, féminin ou moralement déviant, signifiait être accusé de violer le code même qui liait les hommes ensemble. La loi norroise, préservée dans des textes comme le Gragas islandais, prenait l'accusation au sérieux. Ce n'était pas des ragots de rue, c'était un nid, une insulte reconnue légalement qui exigeait une réponse. Le terme portait des couches de signification, la lâcheté au combat, adopter des rôles socialement passifs dans les relations entre personnes de même sexe, ou pratiquer le seidr, la magie de la prophétie et de la manipulation. Bien que le seidr fût honoré lorsqu'il était pratiqué par des femmes, les hommes qui le pratiquaient étaient honteux, considérés comme occupant un rôle inadapté à leur genre. Même le dieu Odin, dans la Ynglinga saga de Snorri Sturluson, fut accusé de féminité pour avoir utilisé le seidr. Si un homme était étiqueté Argr, il n'avait qu'un seul choix honorable. Se défendre par le Holmgang, le duel ritualisé. Refuser revenait à admettre sa culpabilité. Et cette admission s'accompagnait de ruines dans l'Islande des Xe et XIe siècles. Ne pas purifier son nom pouvait entraîner une mise hors la loi complète. La peine la plus sévère en droit viking, ce n'était pas simplement un exil, c'était une sentence de mort sociale. L'accusé devenait un Utlagard, un hors-la-loi sans protection légale, un homme que quiconque pouvait tuer sans conséquence. La tache de la dishonour se répandait sur sa lignée, endommageant le statut de son sang pendant des générations. Aux yeux des Vikings, la virilité était sacrée. Forgée d'acier et de sang, la perdre, c'était tout perdre. Et dans ces mondes, Bargr était le mot qui pouvait tout emporter. Peu de peines dans le droit viking étaient aussi définitives ou terrifiantes que le skogangr, littéralement entrer dans la forêt. C'était la mise hors la loi dans sa forme la plus brutale. Un bannissement permanent, une séparation complète de la société et une sentence de mort par isolement. Consigné dans le Gragas, ces châtiments étaient réservés aux offenses, les offenses les plus graves, meurtre non indemnisé, sorcellerie et le plus damnant de tout, être Argr si l'accusation n'était pas réfutée. Il y avait deux formes d'exil, la mise hors la loi inférieure, Fjorbogsgard, durait 3 ans, après quoi l'homme pouvait revenir s'il n'avait pas commis d'autres crimes. Mais le skogangr, la mise hors la loi totale, était pour toujours. Le condamné était contraint de quitter chaque établissement, chaque ferme, chaque village de pêcheurs. Il ne pouvait pas mettre le pied dans une maison, ne pouvait pas partager un feu, ne pouvait pas accepter de pain ou de boisson de quiconque. Même les membres de la famille étaient interdites de l'aider. L'homme devenait un fantôme dans le monde des vivants. Aucun droit légal, aucun sanctuaire, aucun recours en cas d'attaque. Si quiconque le voyait dans les limites de la société, il pouvait le tuer et en le faisant, il serait loué, non puni. Dans certains cas, le tueur pouvait même revendiquer les biens restant du hors-la-loi. La loi était explicite. Celui qui tue un hors-la-loi ne paiera pas de Hérésild. Les sagas racontent d'hommes ayant subi ces sorts, comme Grettir Asmundirason, condamné à errer dans la nature pendant des années, chassé comme un animal. Pour la plupart, la fin venait rapidement. Le paysage viking n'était pas bien un ami pour l'homme solitaire. Les hivers glacials, c'est que les prédateurs et la famine le réclamaient, mais pour beaucoup, la pire douleur était de savoir qu'aucun rite ne serait accompli. Aucun nom prononcé en mémoire, aux yeux de la loi, il était déjà mort. Une fois étiqueté
Utlagar, un homme n'était plus considéré comme humain aux yeux de la loi viking. Il était comparé à un loup, une bête à chasser. La loi elle-même décrivait un tel homme comme Samvari sem ulfr i kogi, comme un loup dans la forêt. Ce n'était ni de l'emprisonnement, ni un exil avec espoir de retour. C'était la saison ouverte sur votre vie. Le dépouillement rituel de l'humanité était délibéré. La mise hors la loi n'était pas simplement un retrait. C'était une déclaration publique que l'homme était indigne de parenté, de protection ou d'héritage. Le tuer était présenté non pas comme un crime, mais comme un acte de devoir civique. Dans certains cas, les voisins pouvaient même organiser des battues. L'existence même de l'homme était perçue comme une menace à l'ordre moral, particulièrement si sa prétendue féminité découlait du dépassement des frontières de genre culturel ou de l'engagement dans des actes que les Norse considéraient comme polluants. Une fois hors la loi, le condamné ne pouvait pas assister à des rassemblements publics, qui étaient des sacrifices religieux ou des assemblées de loi. Il était coupé de tout canal de justice, interdit de commercer ou de parler avec ceux sous la protection de la loi. Tous les biens qu'il avait laissés derrière lui étaient saisis ou redistribués. Et ses armes, si elles n'étaient pas prises, devenaient son seul espoir de survie. Mais même alors, elles étaient inutiles face à l'indifférence froide d'une société qui l'avait effacé. La dernière cruauté était psychologique. De nombreux hommes errants dans les forêts et fjords survivaient pendant des mois, voire des années. Mais ils le faisaient, sachant que chaque visage humain qu'ils voient pourrait être celui de leur tueur. Ce n'était ni l'épée ni la lance qui les détruisaient, mais la connaissance qu'ils avaient était réduite à des proies. Dans la culture norroise, l'identité d'un homme était liée à son ascendance. Sa valeur était mesurée non seulement par ses propres actes, mais aussi par l'honneur de sa lignée passée et future. La mise hors la loi et la stigmatisation de le Hargr ne s'arrêtaient pas à l'homme condamné. Elle se répandait comme un poison à travers le nom de sa famille. Le Nidingr, l'homme déshonoré, n'était pas simplement évité, il était effacé. Les familles supprimaient souvent son nom des généalogies, l'omettant entièrement de leur saga. Ce n'était pas une perte accidentelle, c'était une éradication historique délibérée. L'existence d'un homme pouvait être coupée aussi proprement qu'une branche d'un arbre. Être descendant d'un homme à Hargr pouvait nuire aux perspectives de mariage, réduire les chances d'héritage foncier et nuire aux alliances politiques lors du Ting, l'Assemblée publique. L'effacement servait deux objectifs, protéger l'honneur de la famille et garantir que les générations futures ne soient pas tachées par association. Dans une culture où la récitation des ancêtres était un acte de fierté, cette omission était dévastatrice. Pour un guerrier tombé, la mort au combat offrait l'immortalité par la chanson et la pierre, mais pour le Nidingr, il ignorait ni kenning, ni d'histoire, ni mémoire. Son sang continuerait à couler, mais son nom ne le ferait pas. Même dans la mort, l'homme déshonoré était privé du cadeau le plus sacré que les Vikings croyaient qu'une personne pouvait avoir, une place dans la mémoire. Et dans la croyance norroise, la mémoire était la chose la plus proche de l'immortalité. Dans le monde viking, la masculinité était une forteresse construite à partir de force, d'honneur et de la disposition à rencontrer la violence par la violence. L'accusation de Hargr n'était pas simplement un défi à cette forteresse, c'était un bélier qui pouvait la détruire d'un seul coup. C'était une lame légale aiguisée pour séparer un homme de SES droit, de SES proche et de sa place dans l'histoire. Être Hargr était devenir un avertissement vivant pour tous les hommes qui regardaient. C'était l'incarnation de CE qui pouvait se produire si vous échouiez à respecter le code rigide et impitoyable de la virilité norroise. Aucune richesse, compétence au combat ou noble ascendance ne pouvait vous sauver une fois le mot incrusté. La loi ne vous donnait aucun bouclier, juste un dernier choix, défendre votre honneur dans le Holmgang ou vous glisser silencieusement dans l'obscurité au-delà du bord du monde. Les Vikings croyaient que le nom d'un homme était sa vrille et immortalité. Le Havamal promettait « Le bétail meurt et les parents meurent, et donc on meurt soi-même. Mais un nom noble ne mourra jamais si une bonne renommée on obtient. » Mais pour le Nidingr déshonoré, il n'y avait pas de tel réconfort. Son nom était enterré avant son corps.
Sa mémoire ne chantait pas dans les halls, mais c'était laissé à pourrir dans le silence de la forêt. Le code était impitoyable. Un homme était soit un loup parmi des loups, soit une proie. Et la proie n'avait pas sa place dans les swags. Le fer froid de la masculinité viking pouvait défendre un clan, inspirer la loyauté et lier les guerriers ensemble. Mais il pouvait tout aussi facilement se retourner, abattant les siens. Cette vérité résonne encore aujourd'hui. Les sociétés tracent encore des frontières, décidant qui est protégé et qui peut être exclu. La forêt n'est peut-être plus un lieu physique, mais l'exil qu'elle représente, la perte de statut, de voix et d'humanité, reste très réelle. Les Vikings savaient que la mort venait à chaque homme.